Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Je suis Derek Aim, je suis le registraire et chef de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Je commencerai par reconnaître que les bureaux de l'Ordre se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Je reconnais également que la ville de Toronto est couverte par le traité 13 avec les Mississauga de Crédit. Ce soir, nous sommes réunis pour une discussion essentielle sur un problème systémique qui affecte quotidiennement la vie des gens dans nos communautés, nos lieux de travail et nos salles de classe. Et bien sûr, cela a un impact direct sur beaucoup d'entre vous. En tant qu'organisme de réglementation de la profession enseignante en Ontario, l'Ordre accorde la priorité à la sécurité et au bien-être des élèves, et cela signifie chaque élève, tous les élèves. Cela signifie également qu'il faut s'assurer de bien faire comprendre qu'il n'y a aucune tolérance pour la haine ou la discrimination de quelque nature que ce soit au sein de la profession enseignante. Chaque forme de discrimination ou de haine a sa propre histoire et des répercussions uniques sur ceux qui en sont victimes. Le racisme contre les personnes noires n'est pas différent. Ainsi bien que je sois attristée par sa nécessité, je suis extrêmement fière de notre recommandation professionnelle contre le racisme envers les personnes noires, publiée récemment. Il offre aux enseignantes et enseignants agréés de l'Ontario une compréhension actualisée des racines et de la nature systémique du racisme contre les personnes noires et illustre les répercussions de sa présence persistante dans les espaces d'apprentissage. Au sein de l'ordre, nous dirigeons quand c'est approprié et nous suivons et écoutons quand c'est nécessaire. Pour moi, le mois de l'histoire des Noirs est une occasion d'écouter. C'est un moment pour s'engager dans les expériences personnelles de ceux qui sont des représentations vivantes de l'histoire que ce mois célèbre. Aujourd'hui et ce soir, 3 invités spéciaux se joignent à nous. Ils ont généreusement offert de leur temps pour nous guider à travers certaines de ces expériences. Tout d'abord, j'ai l'honneur de vous présenter 2 étudiants, Darlene Joseph et Youssef Mohamed. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de partager vos expériences vécues avec nous. Enfin, notre animatrice pour la soirée et rédactrice principale de notre recommandation professionnelle, Amorel Sanders Ando. Elle est actuellement directrice d'Amorel et compagnie, ainsi que partenaire et responsable de l'équité, de la diversité et de l'inclusion chez KBRS. Elle a occupé de nombreux postes de direction dans les secteurs publics et privés, où elle s'est forgée une réputation bien méritée de championne de l'égalité et des opportunités. Je remercie sincèrement nos 3 invités d'être présents ce soir. Maintenant, comme je l'ai promis plus tôt, il est temps pour moi d'écouter. La parole est à vous, Amorel. Merci beaucoup, Derek. Merci à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette conversation ce soir. Et je suis très heureuse d'accueillir ici Youssef et Darlene. Merci. Et oui, nous avons cette conversation pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et c'est également extrêmement pertinent d'apprendre que le thème de ce mois-ci, c'est février et pour toujours, February and forever. Ce qui veut dire que oui, nous devons parler de ces enjeux pendant le mois de février, mais n'oublions pas ces enjeux dès que le mois de février est fini. Continuons d'avoir ces discussions régulièrement, quel que soit le mois de l'année. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer ce soir. Merci de commencer à partager la présentation, s'il vous plaît. Donc, lorsque j'ai commencé la rédaction de la recommandation professionnelle, j'ai travaillé dur pour être sûre que mes partis pris d'affinité, donc montrer de la préférence pour ceux qui me ressemblent, n'auront pas un impact sur le contenu, de sorte que cela crée de la colère, par exemple, ou, ou de la frustration.
Donc, c'était essentiel pour moi d'être consciente de cela. Il y a une pléthore d'informations sur les partis pris, qu'ils soient conscients ou inconscients, qu'ils soient évidents ou implicites. Vous avez peut-être participé à un séminaire ou pris un cours et vous savez peut-être à peu près de quoi je parle. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une histoire. À quoi ressemblent les partis pris pour nos élèves, leurs familles. Et grâce à cette approche, j'espère que vous aurez une perspective de ce que vivent nos jeunes qui sont impactés de façon directe dans leur milieu d'apprentissage. Notre objectif, l'objectif des enseignants et enseignantes et du monde des pédagogues est d'apporter un soutien qui bénéficie à tous les élèves, peu importe leur identité. Mon histoire et les diapositives que vous verrez ont pour objectif de susciter votre curiosité, d'en apprendre davantage et peut-être de modifier votre approche de l'enseignement, de l'accompagnement, des conseils et de voir sous un nouvel jour les personnes qui souffrent des partis pris. Je suis heureuse d'accueillir ici Darlene et Youssef qui vont partager leur histoire et leur expérience. Les partis pris. Nous en avons tous. Cela fait partie de qui nous sommes en tant qu'humains. Moi, souvent, je dois faire des formations sur l'élimination des partis pris. Et moi, ma réponse est la suivante. Nous ne pouvons pas éliminer les partis pris inconscients. Cela fait partie de la façon de laquelle nous pensons et de laquelle nous répondons dans certaines situations. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous fournir de l'information sur les partis pris inconscients et comment nous pouvons les gérer, les mitiger et empêcher des effets néfastes. La Commission ontarienne des droits de la personne décrit les partis pris comme prédisposition, préjugés ou généralisation à propos d'un groupe de personnes sur la base de caractéristiques personnelles ou de stéréotypes. Il s'agit ici de l'utilisation des stéréotypes pour former des jugements préconçus, des attentes sur les capacités et les caractéristiques des personnes. Les partis pris font référence aux stéréotypes qui ont été formés à la suite de la socialisation et d'autres acteurs. Et tout cela est dirigé par la façon de laquelle nous avons été socialisés. Quelles sont, par exemple, les pensées que nous avons sur les immigrants qui viennent d'arriver et qui ont emménagé dans la rue d'à côté? Moi, par exemple, je me rappelle de ma mère qui se battait avec l'école. Je venais d'immigrer de la Jamaïque et je devais aller en 3e année au lieu d'aller en 4e année. Et c'était une pratique discriminatoire qui a un impact négatif sur les élèves, surtout ceux qui viennent des Caraïbes et du Sud. Il s'agit de partis pris de conformité ou de performance. Donc, c'est-à-dire que les personnes pensent que si on vient du Sud ou d'un pays des Caraïbes, par exemple, on n'est pas aussi compétent et qu'il faut aller dans une classe en dessous de la bonne classe. Non seulement j'ai réussi les tests haut la main, mais en plus, j'étais devenue ensuite l'aide de l'enseignante. Et est-ce que je l'ai dit? J'ai chaque année été au haut de ma classe et j'ai eu les honneurs chaque année dans ma classe. Donc, la façon de laquelle nous avons été socialisés montre également comment nous appliquons les partis pris. Où est-ce que dans les manuels scolaires, on nous parle du mois de l'histoire des Noirs? Donc, on parle de Lincoln, Alexander, il y a la cabine de l'oncle Tom. Ah oui, Harriet Tubman. Donc, on a tout un contexte nord-américain. Mais vous savez quoi? Moi, je n'avais aucune idée de qui était Viola Jasmine avant qu'elle n'apparaisse sur les billets de 10 dollars. Nous avons d'autres types de partis pris qui sont également renforcés par les médias, par exemple, les téléséries que nous regardons, les films, lorsque nous regardons les nouvelles.
ou les tabloïds, par exemple Brad Pitt, quand, ou quand on regarde Tyler Perry, donc on voit qu'il y a vraiment là euh, un écart. Moi, souvent, je retiens mon souffle lorsque, lorsque la police poursuit un fugitif. Et puis je me dis toujours, oh mon Dieu, ne soyez pas noir, ne soyez pas noir. Et puis ensuite, on voit que c'est en effet un noir qui est arrêté. Et moi, en tant que mère d'enfants noirs, je suis aussi souvent préoccupée de comment cela va impacter mes enfants. Moi, je pose beaucoup plus de questions concernant l'endroit où se trouvent mes enfants, leurs amis, leurs activités. Moi, d'ailleurs, souvent, j'ai des stéréotypes pour juger mes propres enfants. Souvent, je dis à mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres souvent très tard. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu as regardé les nouvelles? Et puis ensuite, mon fils s'offusque et dit, Maman, je suis vraiment contrariée par ce que tu me dis. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste être dehors avec mes amis? Donc, oui, tout le monde, même moi, nous avons des stéréotypes et parfois des partis pris vis-à-vis des personnes qui nous ressemblent ou qui ne nous ressemblent pas. Moi, si mon fils ne rentre pas avant le couvre-feu, je me dis qu'il fait quelque chose de mal. Les recherches montrent que notre cerveau est connecté et programmé de sorte à ce que nous concentrons sur le négatif. Il y a 11 millions d'informations qui arrivent dans notre cerveau par minute, mais nous ne pouvons gérer que 40 de ces informations. Donc, le reste va au subconscient. Donc, des chercheurs à l'université du MIT, de Harvard et ailleurs, dans les années 90, ont montré qu'environ 100% des processus mentaux sont déterminés par notre subconscient. Petite pause, pensez-y pendant une seconde. Donc, il n'y a que 40 éléments que vous traitez au niveau conscient. Donc, tous les éléments inconscients, tout ce que vous voyez dans les médias, votre socialisation, peut contribuer à une culture qui accueille les différences et la diversité, ou la diversité peut également être réprimée par cette culture. Donc, il peut y avoir différents types d'approches, de l'amour, de la curiosité, du respect. Mark Chin, qui faisait partie d'une école d'éducation à Harvard, a montré que les partis pris inconscients sont très difficiles à être quantifiés parce qu'ils ne font. Donc, son étude a révélé que les partis pris inconscients génèrent chez les enseignants et enseignantes des stéréotypes au niveau de la race. Marchin a trouvé que les enseignants et les enseignantes de couleur avaient en fait des partis pris moindres en ce qui concerne les Blancs. Et il y avait plus des stéréotypes en ce qui concerne la population noire. Les enseignants et enseignants noirs travaillent dans des municipalités où il y a plus d'enfants noirs. Les résultats des études montrent aussi pourquoi peut-être les enfants qui ont des enseignants noirs, les élèves noirs qui ont des enseignants noirs ont de meilleurs résultats par la suite. Étant donné, en effet, que les enseignants noirs ont moins de préjugés inconscients et qui ne sont donc pas en train de perpétuer les partis pris à l'école. Comme je l'ai dit, il y a différents types de partis pris. Vous pouvez par exemple aller sur Google et entrer le mot parti pris. Et en le faisant moi-même, il y a eu 3 milliards d'éléments qui sont apparus sur Google. Et lorsqu'on prend le temps d'en apprendre davantage, on se
on se rend compte que cela peut être intéressant de commencer à une moindre échelle, de chercher tout d'abord des ressources qui sont pertinentes. Parlons maintenant des partis pris qui sont les plus communs. Donc, ne vous sentez pas mal si vous en avez parce que nous en avons tous. L'idée, c'est juste d'être conscient et d'interrompre les effets néfastes. Par exemple, si vous voyez que votre approche ou votre façon de percevoir certains groupes est néfaste, faites des recherches et puis voyez l'impact que cela a. Et vous pouvez prendre conscience que cela n'est pas très utile pour les groupes concernés. C'est bien, par exemple, de faire des recherches, de parler avec d'autres personnes, avoir un esprit ouvert, obtenir des avis différents. Dans le milieu du travail, les préjugés inconscients peuvent également apparaître avec ceux qui sont similaires à nous, ceux qui nous ressemblent et ceux qui ne nous ressemblent pas. Peut-être ils ont une même culture ou qu'ils sont allés dans la même université. C'est cette connexion avec des personnes qui ont des caractéristiques similaires qui se fait par exemple dans le milieu de travail. Donc, en se basant sur ces partis pris, qui est-ce que nous marginalisons? Donc, il y a ceux qui sont dans le groupe et puis ceux qui sont à l'extérieur. Qui va être invité, par exemple, à aller prendre un verre après le travail? On a aussi des partis pris en ce qui concerne l'information. Et souvent, on cherche des informations, par exemple, pour renforcer notre point de vue et parfois pour avoir des avis divergents. Donc, c'est aussi cela qui influence, par exemple, la, la génération d'un programme scolaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on lit plutôt Shakespeare plutôt que Baldwin ou Morrison, par exemple? Donc, parfois, on pense que les personnes qui en savent plus font forcément mieux et que ceux qui en savent moins euh, ont de piètres résultats. Mais la réalité, c'est que souvent, les gens prennent des décisions en fonction de qu'est-ce qui avantage un certain groupe plutôt qu'un autre. Et c'est cela, en fait, les partis pris inconscients. Lorsqu'on voit qu'il y a un modèle qui se répète dans notre environnement et qu'on prend des décisions selon ce qui nous paraît être confortable, ce qui nous paraît être sûr, c'est cela, les partis pris inconscients. C'est parce que notre cerveau va automatiquement catégoriser certaines personnes pour faire des prises de décision rapides. Parfois, c'est difficile de connaître en profondeur les personnes que nous conseillons, à qui nous enseignons. Donc, on a tendance à avoir des préjugés et par exemple, on voit un élève noir et on se dit, oh, il doit jouer au basketball. Ou un élève asiatique et on se dit, oh, il doit aimer les sciences, les mathématiques. Ou si on voit un élève musulman, on se demande, est-ce qu'il est intégriste? Donc, c'est cela, par exemple, les partis pris inconscients. Sur le site web study.com, vous pourrez en apprendre aussi un peu davantage. Souvent, on se base sur des catégories sociales dans lesquelles nous plaçons les différentes personnes en fonction de la race, du genre, de la religion. Et ces groupes sociaux nous aident à prendre des décisions rapidement et à se former une opinion sur d'autres personnes et sur soi-même. Et on a ainsi des conclusions générales. Parfois, cette approche peut être utile, mais parfois elle peut être néfaste. Car cette approche peut renforcer des stéréotypes parce qu'on a des idées reçues et des préjugés. Et on se fait donc des idées et des suppositions. Cette idée, en fait, m'est venue de mon fils aîné, qui, sur son évaluation d'anglais, avait une note qui disait bon travail. Et pour lui, il y avait cette idée que son enseignant en attendait moins de lui, se disait
C'est un jeune noir et il a donc et qu'il devait le sous-estimer. Il a eu 60% et mon fils estimait que ce n'était pas suffisant. Et donc, il est venu me voir et puis il m'a demandé d'intervenir pour éradiquer, enfin pour mitiger les partis pris. C'est important d'apprendre à connaître les gens au niveau individuel. Pratiquer l'idée d'inclusion et d'appartenance. Il y a d'autres types de partis pris qui apparaissent également dans le milieu d'apprentissage. Il s'agit des partis pris d'affinité. Je l'ai mentionné au début lorsque j'ai commencé la rédaction de la recommandation professionnelle. Il s'agit là de l'attirance pour les personnes qui nous ressemblent. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, le chouchou de l'enseignant ou de l'enseignante, c'était un élève qui répondait à tout positivement, tout ce que demandait l'enseignant. Maintenant, en ce qui concerne les partis pris d'attribution, il s'agit là de porter des jugements ou des hypothèses sur les raisons pour lesquelles les gens se comportent de telle ou telle manière. Combien de fois est-ce qu'on a par exemple des partis pris sur les élèves? Est-ce qu'ils viennent d'une famille monoparentale? Est-ce qu'ils sont pauvres? Etc. Moi, je me rappelle que mon fils voulait aller dans une bibliothèque à East Carroll et, et on avait suggéré que dans ce quartier, il y avait énormément de gangs. Et moi, j'ai dû lui rappeler que la plupart des personnes qui vivent dans cette communauté nous ressemblent. Et c'est cela les partis pris. On a des suppositions sur des personnes qui sont différents de nous et ceux qui nous ressemblent. Un autre parti pris, c'est celui de la beauté. Il s'agit là de juger les gens sur la base de leur apparence. La recherche montre que ceux qui sont perçus comme étant beaux ou belles sont souvent mieux traités et sont traités plus équitablement. Et d'ailleurs, c'est une histoire de mon fils aussi qui a été dans le milieu de l'éducation publique. Durex était les durags sont utilisés par la communauté noire. Et j'ai demandé donc à l'enseignant de mon fils encore de permettre l'utilisation des durags. Moi, je me rappelle, en étant jeune, j'ai été renvoyée chez moi parce que je portais un durag. Un autre parti pris commun, c'est l'effet de halo ou d'entraînement vers le bas. Il s'agit là de percevoir quelqu'un positivement sur la base d'informations favorables ou de percevoir quelqu'un négativement sur la base d'informations défavorables. Encore une autre histoire de mon fils. C'était en 2019. Il y avait des tensions entre moi et mes enseignants. C'était la première semaine après la semaine de relâche. Et j'ai attendu 30 minutes, puis j'ai demandé est-ce que je peux aller aux toilettes. Et l'enseignante a dit, je n'aime pas parler à des gens comme vous. Et puis elle m'a ignorée. J'ai essayé de rester vraiment calme, mais j'étais très frustrée vis-à-vis d'elle. Ensuite, je l'ai confrontée. Et par rapport à ce qu'elle venait de me dire, la conversation ne s'est pas bien passée. J'ai été envoyée au bureau où on m'a dit que je ne pourrais plus rester, je ne pourrais plus aller en classe. Et on m'a conseillé donc d'avoir de l'enseignement individuel et indépendant. Et l'enseignante a dit à l'enseignant d'art plastique qu'elle avait eu peur pour sa vie lorsque je l'avais confrontée. Donc là, on voit bien que cette enseignante a utilisé l'effet d'entraînement vers le bas vis-à-vis de mon fils qui fait 6 pieds 2 et qui
qui a la peau noire. Pourquoi est-ce qu'elle a dit qu'elle avait peur pour sa vie? Ensuite, il y a des partis pris de confirmation, ce qui consiste à rechercher des preuves pour étayer nos points de vue ou opinions. Pour perturber cela, nous devons, au sein du milieu d'apprentissage et en dehors, examiner nos approches et nos interactions, nos relations avec des communautés diverses. Les partis pris systémiques sont trouvés au sein des institutions et au sein des processus. Et ce type-là de parti pris donne lieu à des traitements discriminatoires, des politiques et des pratiques injustes et à l'inégalité des chances. Ce qui se passe, c'est qu'en apparence, ce type de parti pris semble neutre, mais en réalité, il privilégie certains groupes et en désavantage d'autres. Le fait d'envoyer certains élèves dans certains programmes, par exemple, programme particulier qui est adapté à leur profil, est par exemple un parti pris. Ibrahim m'a confié l'histoire suivante. Il a pu avoir son diplôme, mais est toujours blessé par son parcours au sein de l'école publique. Donc, il déclare, j'étais le joueur phare de leur programme de basketball. Donc, ils voulaient que je continue de faire partie de ce programme, mais ne voulaient pas que je continue d'étudier chez eux. Ils voulaient que j'utilise mes talents pour leur réputation, pour le sport, le basketball, mais ils ne voulaient pas m'aider à surmonter mes défis en termes d'apprentissage. En 2020, il a commencé l'année scolaire dans une nouvelle école, mais il était encore joueur de basket pour l'ancienne équipe. Il déclare que c'était difficile de pouvoir aller aux entraînements à temps et à chaque fois qu'il allait dans son ancienne école, il lui disait d'attendre à l'extérieur de l'école jusqu'à ce que l'entraînement ou un match de basket allait commencer. Je me sentais utilisée, déclare-t-il. Donc, comment pouvons-nous répondre aux effets néfastes des partis pris? Quelques suggestions. Ralentissez la prise de décision. Obtenez des avis différents et cherchez des contributions de différents points de vue. Donc, ayez un esprit ouvert, soyez prêt à changer. Donc, n'ayez plus de parti pris d'affinité. Considérez la diversité comme une opportunité de croissance. Un autre conseil, remettez en question les comportements normalisés. Apprenez, renseignez-vous, étudiez et questionnez-vous, remettez en question. Et favorisez un accès et des résultats équitables. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que ma présentation vous sera utile. Et maintenant, c'est un honneur d'inviter Darlene et Youssef pour une conversation. Comment vous allez, Darlene et Youssef, cet après-midi? Je vais bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ma présentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné auprès de vous? Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai eu des expériences similaires où l'enseignante m'a affectée émotionnellement. Merci d'avoir partagé. Oui, pour moi aussi. Et l'une de mes histoires d'ailleurs parle aussi de cela, de l'utilisation du do-rag et comment j'ai été marginalisée juste parce que je portais un do-rag. C'est intéressant, mon fils cadet qui va avoir 17 ans le mois prochain,
il a vu ce qu'expérimentaient ses deux frères aînés. Et puis il m'a dit, moi je veux aller à l'école privée, je veux pas aller à l'école publique. Donc bon, j'ai répondu favorablement. Il est dans une école privée et il s'épanouit et il a vraiment de bonnes notes. Et il est également très doué au niveau athlétique. Moi, maintenant, j'aimerais savoir si vous pouviez tous les deux me dire comment est-ce que les partis pris des enseignants et enseignantes ont impacté votre bien-être et votre succès scolaire. Darlene? Oui, bien sûr, je peux partager en premier. Donc, je suis une élève qui s'identifie comme noire. Et moi, j'ai souvent fait face à des partis pris d'enseignants, que ce soit conscient ou inconscient, et cela a eu un impact sur ma vie et sur mon apprentissage. Beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, en fait, me sous-estiment au niveau de mes compétences euh, scolaires. Par exemple, à l'école primaire, j'ai été l'une des seules élèves noires, mais en quatrième et cinquième année, j'étais une de quatre élèves noirs. Moi, j'écrivais déjà depuis plus de 6 ans. J'écrivais, je lisais, je m'exprimais en anglais. J'avais toujours les notes les plus basses et les plus basses attentes de la part de mes enseignants et enseignantes. Euh, Malgré le fait que d'autres enseignants et enseignantes voyaient mon succès et mes compétences, il y avait toujours cet enseignant, cet tel enseignant qui avait de basses attentes vis-à-vis de moi. Et un autre élève noir avait la même impression. Et ce n'est qu'en 10e année qu'au secondaire que j'ai pu avoir un enseignant, un noir. Ce n'est que lorsque j'ai eu cet enseignant que j'ai eu de plus confiance en moi, j'ai pu participer en classe, ce que je ne faisais jamais auparavant. Je voulais aussi ajouter le fait que, oui, le fait que j'ai été sous-estimée au niveau de mes compétences scolaires, c'est que cela m'a impactée. Je trouve que ce qui m'a fait le plus mal, ce sont les micro-agressions. Et pour moi, la microagression qui m'a le plus marqué, c'est la mauvaise prononciation de mon prénom. Mon prénom se prononce Darlene. J'ai souvent dit à mes enseignants comment ils devaient prononcer mon nom, que ce soit avec mes pairs ou avec les enseignants, enseignantes. Euh, Constamment, j'ai dû leur dire comment prononcer mon nom. Et souvent, mes pères ou les enseignants et enseignantes blancs ou non noirs ne faisaient pas d'efforts pour essayer de prononcer mon nom correctement. Et d'ailleurs, l'un de mes enseignants m'a dit, en anglais, ton prénom se prononce Darlene. Donc, moi, je vais dire Darlene. Mais moi, en fait, mon nom ne se prononce pas Darlene. Et mon prénom représente mon identité et puis en tant que élève noire aussi. Et mon prénom a autant d'importance que ceux des autres. Donc mon nom n'est pas Darlene, mais Darlene. Et simplement le fait de pouvoir reconnaître la prononciation de mon nom, c'est quelque chose qui est d'importance pour moi et je sais que c'est le cas pour d'autres élèves noirs aussi. Merci beaucoup. Thank you. Merci d'avoir partagé cette histoire et je suis vraiment désolée que vous ayez eu à vivre cette expérience dans votre cheminement et je peux comprendre le traumatisme émotionnel, que vous ayez ce manque de confiance en vous. Et d'ailleurs, votre expérience renforce les recherches de Harvard, cette expérience menée par Monsieur Machin. Moi aussi, pendant que j'étais à l'école publique, je n'avais pas d'enseignant ou d'enseignante qui me ressemblait. Donc, je comprends tout à fait votre histoire. Merci de l'avoir partagée. Youssef, la même question pour vous. Comment est-ce que les partis pris au niveau de l'éducation ont eu un impact sur votre vie en tant que jeune étudiant noir? Pour les élèves noirs,
c'est les perceptions sur donc les résultats et l'avenir qui ont un impact. Souvent, les enseignants ne s'attendent pas à ce que nous prenions les bonnes décisions, que nous soyons concentrés sur nos activités. Un exemple. Moi, j'étais dans un programme pour surdoués depuis la 4e année, et puis depuis cette année-là, je n'ai eu qu'un seul père noir. Souvent, toute une dizaine d'années, une dizaine d'années, 3 écoles différentes, et pendant tout ce temps-là, il n'y avait qu'un seul élève qui me ressemblait. Il y avait un enseignant en 2e et 3e année qui a déclaré que je devais être dans un programme de surdoués. Mais c'est vraiment une exception parce qu'en général, les enseignants non racialisés ont énormément de parti pris concernant les élèves noirs. Je ne dis pas que nous, on ne peut pas atteindre de grandes choses si on n'est pas dans un programme pour enfants surdoués, mais le fait que j'étais pratiquement seule dans ce programme montre à quel point nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur et ces partis pris nous impactent et diminuent nos compétences et nos habiletés. Avant même que nous prenions la parole en classe ou devions prouver notre valeur, nous sommes victimes de partis pris. Et souvent, il y a également un profilage racial au sein de l'école, que ce soit par les enseignants ou autres personnels. Une fois, je me rappelle, je me suis fait des tresses et je portais un do-rag. Et puis, pendant que j'allais d'un cours à un autre, j'ai été arrêtée dans le couloir et puis cette personne pensait que je n'avais pas ma place à l'école et que je n'étais pas là. J'étais un grand jeune noir avec des tresses et un do-rag et puis un manteau. Et puis cette personne s'est tout de suite dit que j'étais impliquée dans une activité criminelle. Et j'ai dû donner une longue explication avant qu'elle me laisse partir en cours. Et d'ailleurs, elle ne m'a pas tout de suite demandé une explication. Donc, je ne peux pas avoir mes cheveux comme je le souhaite, m'habiller comme je veux. Donc, si elle savait elle ne se doutait certainement pas que j'étais un élève dans le programme surdoué et souvent, nous avons des problèmes ou on nous confronte euh, pour des raisons non légitimes. Et souvent, nous sommes marginalisés. Wow, c'était vraiment puissant comme témoignage et cela renforce d'ailleurs des expériences qu'ont vécues mes propres enfants. Bravo à vous, Youssef, d'avoir été accepté à Princeton. Euh, Félicitations, c'est vraiment un réel accomplissement. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps parce que moi, je pourrais vous parler toute la soirée à tous les deux, mais le temps n'est pas de notre côté actuellement. Donc, ma question finale pour vous deux est la suivante. Quel conseil donneriez-vous aux pédagogues pour s'assurer que d'autres élèves n'aient pas les expériences négatives dont vous êtes victime? Donc, quelle est l'expérience qui confirme l'identité d'un élève et quelle devrait être la culture euh, à l'école? Quel est votre conseil? Alors, je peux répondre à cette question en premier. Je pense qu'une stratégie que moi j'apprécierais est simple en fait. C'est juste de faire une auto-évaluation des partis pris que l'on a. Moi, je sais qu'en tant que jeune fille noire, j'ai des partis pris vis-à-vis d'autres personnes. Ce n'est pas intentionnel, je n'y pense pas. Ce sont des partis pris inconscients. Mais lorsque je prends un peu de recul et que je me demande, mais pourquoi je pense de cette façon? je me rends compte
qu'il y en a des partis pris, qu'il y a des influences extérieures, euh, la façon dans laquelle j'ai été élevée ou simplement mon propre raisonnement. Donc, lorsqu'on peut s'auto-évaluer et prendre conscience de ces partis pris, je pense que c'est la première étape pour pouvoir améliorer la situation. Et je pense aussi que c'est important de solliciter une rétroaction de la part des élèves. L'un de mes enseignants, d'ailleurs, pour éviter des situations où son jugement aurait été compromis par des partis pris inconscients, il nous a par exemple demandé d'évaluer notre propre performance. Et c'était intéressant de voir comment la perception que nous avons de nous-mêmes aussi a un impact sur notre travail. Et puis troisièmement, je dirais cultiver un environnement inclusif. La façon de laquelle vous enseignez, la façon de laquelle vous vous adressez à un élève, ne soyez pas trop délicat. Il ne faut pas non plus en faire une affaire pour tout, mais essayez d'être sensible et d'apprendre à connaître l'autre. Merci Darlène, je pense que c'est vraiment une très belle observation. En effet, tout commence par une auto-évaluation et le fait d'être conscient de soi-même de façon critique. Il faut faire le travail sur soi-même en premier et améliorer donc la compréhension de soi. Youssef, à vous, qu'est-ce que les enseignants et enseignantes peuvent faire mieux? Oui, je suis d'accord avec ce que Darlène a dit. Moi, j'encourage les enseignants et enseignantes et même les autres employés au sein de l'école de penser aux occasions qu'ils ont eues d'interagir avec des enseignants et des élèves noirs. Quelles ont été les impressions, les ressentis avant même qu'ils ouvrent la bouche, en étant totalement honnête. Et si vous voyez que vous n'agissez pas de la même façon avec les élèves noirs qu'avec des élèves non noirs, je conseille de changer de comportement. Et puis, vous devez aussi prendre en compte des rétroactions données par les élèves en ce qui concerne la façon dont ils sont traités. Et puis, toute idée ou suggestion pour améliorer l'environnement scolaire devrait être prise en compte. Il est aussi intéressant d'incorporer le concept de parti pris au sein de la classe. Nous, par exemple, on parle des différentes façons d'examiner les choses en ce moment dans un de nos cours. Et puis, il y a, par exemple, l'approche psychoanalytique que nous voyons en ce moment. Et c'est donc prendre conscience de nos pensées et de comment fonctionne notre cerveau au niveau conscient et inconscient. Et je pense que c'est intéressant d'incorporer cela dans l'environnement scolaire, que tout le monde ait conscience de ce qui se passe au niveau conscient et subconscient. Oui, bien sûr. C'est important qu'il y ait des dialogues et des conversations et d'accueillir différents types de points de vue. Non seulement c'est important pour avoir un environnement inclusif, mais cela peut nous permettre aussi de changer d'opinion et d'offrir à tout le monde un sens d'appartenance. Merci à vous deux d'avoir partagé votre temps avec nous. Je sais que peut-être qu'il y a eu des éléments déclencheurs. Et vous avez dû donc reparler des traitements et expériences négatives que vous avez vécues. Merci en tout cas pour cela et j'aimerais vous souhaiter beaucoup de réussite. Je suis persuadée que vous êtes tous les deux sur le cheminement du leadership et Youssef, beaucoup de succès à Princeton. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Donc voilà, vous avez pu voir des histoires vécues de la part de Youssef et Darlène. Merci à Darlène et Youssef pour leur temps et leur partage.
à des fins donc d'apprentissage pour que ce soit utile et non pas blessant pour qui que ce soit. Il nous reste encore une dizaine de minutes et j'aimerais répondre aux questions qui nous ont été soumises. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont envoyé des questions. Donc, je vais essayer de répondre à autant de questions que possible. La première question. Comment est-ce qu'un superintendant et principal peuvent créer des conditions pour les pédagogues pour qu'ils puissent examiner de façon proactive les partis pris au sein d'un ordre ou au sein de l'école, sachant qu'ils ont une expérience limitée en discrimination et lutte contre le racisme envers les personnes noires? C'est une très bonne question. Je pense que l'on peut apprendre des expériences de nos élèves. On peut d'ailleurs y inclure du nouveau matériel d'apprentissage au sein du programme scolaire, par exemple. On peut aussi entrer en contact avec des experts des experts de sujet, des membres de groupes marginalisés ou minoritaires, hein. Peut-être que ces personnes peuvent accompagner le superintendant ou le principal, le directeur, pour les assister dans la création d'un environnement favorable. Donc, il faut avoir une approche holistique lorsqu'on parle de l'apprentissage, du cheminement de l'apprentissage. Il faut qu'il y ait des partenariats. Il faut travailler en collaboration avec les parents, les soignants, les membres de la famille, les communautés, les organisations communautaires, les apprenants et toutes les parties prenantes afin que les conditions favorables soient réunies pour que tous les élèves puissent réussir. Donc, oui, il faut entrer en contact et chercher du soutien. Il y a beaucoup d'informations disponibles en ligne. Vous pouvez aussi commencer avec l'information qui est disponible sur le site internet également de la CODP. Et puis, il faut être humble. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Et puis, il faut oser demander de l'aide et demander du soutien. Et puis ensuite, il faut compenser les gens qui vous aident pour leur temps, pour vous avoir donné leur temps. Et quand je dis compenser, ce n'est pas seulement de façon financière. Euh, Vous pouvez leur donner un espace, par exemple. Vous pouvez leur demander merci pour votre temps et votre aide. Comment puis-je vous compenser? Plutôt que de penser qu'il s'agit forcément d'une compensation financière. Prochaine question. Comment est-ce qu'on peut aborder au primaire, dans les premières classes du primaire, les partis pris et le racisme? Alors, c'est important lorsqu'on essaie d'avoir des élèves qui sont compétents socialement, il faut commencer tôt. Les recherches montrent que le plus tôt on aborde cela, le mieux c'est. J'ai vu une recherche qui disait que des bébés de 9 mois peuvent commencer à porter des jugements sur des gens. Par exemple, si vous montrez le bébé à des étrangers, avec qui est-ce qu'ils vont commencer à pleurer? Ils vont se baser, par exemple, sur des images qu'ils ont vues. Donc, oui, par où commencer? Même Sesame Street parle du racisme et de la diversité et de l'inclusion. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel disponible en ligne et qui permet d'avoir de l'information. Il y a des séries télé, il y a des livres, il y a des articles. Et puis, vous pouvez aussi tirer profit des célébrations comme le mois de l'histoire des Noirs. Vous pouvez saisir ces occasions-là pour parler de l'histoire canadienne noire. Et d'ailleurs, pas besoin que ce soit en février. Vous pouvez en parler à tout moment, le plus tôt possible.
Et puis, vous pouvez voir comment célébrer ces mois spéciaux, ou vous pouvez les emmener en sortie scolaire, par exemple. Vous pouvez aller dans un musée qui célèbre l'histoire autochtone ou qui parle de l'histoire autochtone. Donc, vous pouvez commencer tôt avec les enfants et il y a beaucoup de matériel qui est disponible pour soutenir l'apprentissage auprès des enfants les plus jeunes. Prochaine question. Comment pouvons-nous collaborer avec notre communauté scolaire pour construire la compréhension et une meilleure compréhension de toutes les identités euh, des élèves? Comment est-ce que je peux montrer que je valorise les similarités et différences de tous mes élèves? Et comment peut-on passer à une meilleure responsabilisation culturelle de façon intentionnelle, que ce soit dans notre pratique et dans notre programme scolaire? Oui, excellente question, et d'ailleurs je pense que Darlene et Youssef en ont parlé. Assurez-vous que votre classe soit favorable et, par exemple, prononcer de façon appropriée le prénom d'un élève. Il faut reconnaître l'identité des élèves. Moi, je me rappelle encore au secondaire, j'avais un enseignant d'anglais qui était aussi mon enseignant, Monsieur Michael Smith d'ailleurs, il était aussi mon enseignant en art dramatique, et il a vraiment eu un impact sur moi. Et cet enseignant m'a donné l'occasion de présenter de nouveaux auteurs. Moi, j'ai amené James Baldwin, Maya Angelou, Toni Morrison. Et cela me marque encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Je me souviens encore de mon enseignant de mathématiques qui a créé un environnement inclusif et qui m'a tellement aidée avec ma confiance en moi. Quand il avait 89 ans, on a déjeuné ensemble, par exemple. Donc, le plus nous valorisons nos élèves, leur identité, vous ne pouvez même pas imaginer l'impact positif que cela a sur leur vie, et puis cela change réellement leur vie et les marque toute leur vie. Moi, j'arrive encore à voir, euh, à, à me souvenir de tous ces enseignants et enseignantes qui m'ont euh, influencée de façon positive. Donc, si on ne fait pas preuve d'intentionnalité, imaginez à quel point vous pouvez détruire un élève. Pensez à Darlene, à quel point elle s'est sentie blessée, et cela a pris au moins 6 années, jusqu'en 10e année avant qu'elle trouve un enseignant qui lui ressemble. Donc, essayez de voir votre salle de classe comme un espace de partage, un espace partagé. Je pense d'ailleurs au fait que nous sommes tous des contributeurs égaux. Il faut mettre fin à cette idée constante de hiérarchie, et puis savoir qu'on est tous sur le même plan. Et si on fait cela avec une bonne intention, c'est ainsi qu'on arrive à la responsabilisation au niveau culturel. Prochaine question. Comment est-ce que les pédagogues peuvent contribuer à démanteler le racisme et les barrières à l'école? Oui, donc ça, c'est une question puissante. Il y a des efforts concertés qui ont lieu actuellement. Commençons par l'ordre, par exemple. Et il faut lire les ressources, les matériels qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'efforts qui ont lieu actuellement. Vous savez, la recommandation professionnelle contre le racisme envers les personnes noires est un bon point de départ. Il
Donc, vous pouvez simplement aussi regarder qu'est-ce que les autres commissions font, autres centres de services, et puis euh, vous pouvez mesurer votre progrès, vos objectifs. Par exemple, si vous aimeriez changer le programme scolaire, essayez d'avoir des discussions pour savoir comment cela peut se faire. Il y a eu des chartes qui ont été signées, il y a eu des déclarations qui ont été publiées, il y a eu des politiques qui ont été créées ou améliorées. Mais maintenant, ce que les communautés recherchent, c'est passer du papier à l'action. Parce que oui, on peut se reposer sur nos lauriers et puis être confortable dans le privilège de nos positions, ou on peut utiliser ces privilèges-là pour intentionnellement démanteler des barrières systémiques au sein de nos milieux d'apprentissage. Donc, oui, faire des changements uniquement sur le papier, cela ne va pas en fait euh, euh, tenir sur le long terme. Les élèves se manifestent maintenant et puis veulent nous responsabiliser, et puis maintenant il faut mettre l'acte à la parole. Dernière question. Je vais y répondre en 30 secondes parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on peut souligner l'importance de l'éducation contre le racisme dans une communauté rurale majoritairement blanche? Oui, je pense que c'est important, surtout dans des communautés homogènes comme ça, parce qu'il y aura certainement des visiteurs à un moment donné dans vos communautés. Donc, la diversité va arriver. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est commencer à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur les pratiques qui visent à contrer le racisme. Investissez dans l'éducation, dans des ressources, et peut-être que vous pourriez aussi vous connecter à d'autres communautés où la diversité est plus présente. Vous pouvez créer un dialogue, créer des échanges, et vous pouvez chercher à approfondir votre connaissance. Et je pense que la lutte contre le racisme nous incombe à tous, peu importe où nous nous trouvons. Vous pouvez vous investir mentalement, oui, mais il ne faut pas penser, si vous êtes dans une communauté homogène, que cela n'aura pas d'impact sur vous, que la réalité ne vous rattrapera pas. Eh bien, quelle conversation instructive et puissante. Je ne saurais trop vous remercier tous les trois. Je n'osais pas activer mon microphone. Je ne saurais trop vous remercier tous les trois d'avoir été si généreux avec vos histoires et votre bonté d'esprit. Il y avait énormément d'éléments clés à retenir. Beaucoup de sagesse, d'intelligence, ces histoires vécues qui ont été partagées par nos présentateurs, par nos panélistes, vont continuer à me rendre plus conscient de mes partis pris. Je vais essayer d'éviter, bien sûr, aussi l'effet de halo ou d'entraînement vers le bas. Et je vais également réfléchir aux micro-agressions et et puis moi, je vais d'ailleurs aussi inviter tout mon entourage à m'inviter à démanteler le racisme systémique et aussi à mettre fin à mes partis pris inconscients. Je pense encore à ce que Darlene a dit, en parlant en fait du risque de s'exprimer de façon trop sensible. Et puis je n'avais jamais pensé à cela non plus, donc je vais y réfléchir davantage. Il est clair que nous avons encore beaucoup de travail devant nous si nous voulons construire collectivement une société plus équitable et plus juste. Des soirées comme celle-ci ne sont pas une fin en soi, mais une étape supplémentaire sur ce chemin. Oui, je suis reconnaissant à tous ceux qui ont pris le temps de rendre cette soirée possible. Donc, merci à vous tous
les participants, les panélistes. Merci à Ryan, merci à Melissa pour le travail en coulisses. C'est formidable. Merci à tous et passez une excellente soirée. Merci.